Bonsoir à tous. Les fonds de capital investissement sont des structures organisées et régulées qui prennent des participations au capital des sociétés non cotées en bourse afin de soutenir le développement, la profitabilité sur une période, un horizon de gestion donné. Pour cela, ces fonds ont un besoin de ressources financières conséquentes. Le panel de tout à l'heure en parlait sur la conclusion. Dans une certaine mesure et de manière indirecte, voire causale, ces ressources appartiennent entre autres, in fine, aux ménages, qui épargnent sous des formes et à des fins diverses, notamment pour compenser l'irrégularité de leurs revenus, pour s'assurer contre les risques viagers, j'en passe. Le thème qui est le nôtre cet après-midi est d'une importance pour les acteurs de l'industrie. Épargne locale et fonds d'investissement africains, quel est le New Deal? Autrement dit, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour orienter l'épargne locale africaine vers les fonds d'investissement locaux en vue de mieux soutenir le développement économique de nos États? J'ai le plaisir d'échanger sur ce sujet avec mes invités, que sont M. Youssouf Traoré, directeur général du Fonds d'investissement africain, Mme Sylvie Baker, directrice générale du cabinet Baker Consulting. Chers invités, cher public, bonjour. Monsieur Traoré, pouvez-vous nous parler du Fonds d'investissement africain et quelles sont les principales missions? Allô? Ok. Très bien, merci. Donc, merci aussi aux organisateurs pour cette invitation et l'opportunité de pouvoir échanger sur ces sujets ô combien importants pour notre continent. Donc, je suis, comme vous l'avez dit, directeur général du Fonds d'investissement africain. Alors, le FIA a vocation à mutualiser le capital institutionnel en Afrique francophone. Donc il s'agit de mettre en commun les réserves financières des CNPS africaines en Afrique subsaharienne francophone afin d'investir dans l'économie de nos pays. Donc nous sommes un gestionnaire d'actifs institutionnels africains. Super. Alors, Madame Baker, quelles sont les propositions de valeur du cabinet Baker Consulting, comme tous les cabinets, notamment dans l'industrie? Bonjour à tous et merci aux organisateurs pour ce premier salon donc, du Private Equity. Alors Baker Consulting, que je dirige, est spécialisé dans la stratégie d'approche des milliardaires africains, ou ce qu'on appelle les High Net Worth Individuals. Donc ça c'est la partie conseil, et puis la deuxième partie c'est toute la partie en fait formation des gestionnaires de patrimoine, et je parle de formation à la carte pour ceux qui travaillent donc sur cette cible. Et la troisième partie c'est tout ce qui est coaching donc pour les investisseurs privés dans ce domaine-là. Alors, je suis également, je fais partie du conseil d'administration de Act Group, qui est spécialisé dans l'ingénierie financière, et également dans une agence de communication. Et puis, je donne également des cours de marketing stratégique, de pricing d'instruments financiers et de segments stratégiques à Genève. Ok, merci pour cette présentation. Alors, comme indiqué dans mes propos préliminaires, la ressource mobilisable est pour les fonds d'investissement ce que J, fossile ou green, est pour la voiture. Pouvez-vous, chers invités, nous édifier très rapidement sur la segmentation de l'épargne locale africaine? Quels sont les éléments constituants? Quels sont les détenteurs principaux? Peut-être commencer par M. Traoré. D'accord. Alors, l'épargne, si vous voulez, a des déterminants qui sont à la fois multiples, en fait, à la fois culturels, anthropologiques,
institutionnelle, politique, économique. Donc, en fait, la segmentation de l'épargne africaine, elle est complexe puisqu'en fait, elle dépend de tous ces facteurs-là. Par contre, en fait, ce qu'on fait traditionnellement, c'est de prendre un critère de segmentation qui permet en fait de simplifier cette structuration, cette structure de l'épargne et d'avoir une vue globale. Donc typiquement, ce qu'on fait en général, c'est de prendre comme critère de segmentation le niveau de formalisation de l'épargne ou des collecteurs de l'épargne. Et à ce moment-là, on se retrouve en fait avec deux grandes catégories. Vous avez l'épargne formelle et l'épargne informelle. Et donc au sein de l'épargne informelle, vous avez les méthodes traditionnelles, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme. Donc par exemple la tontine. L'épargne en nature aussi. Et puis dans la catégorie d'épargne formelle, vous avez l'épargne institutionnelle, c'est-à-dire l'épargne qui est collectée par les banques, par les instituts de microfinance. Okay. Et puis l'épargne aussi qui me tient moi particulièrement à cœur, l'épargne collectée par les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les caisses de retraite, les compagnies d'assurance, les fonds de pension. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur le sujet. Ok, super. Madame Becker, voulez-vous emphaser les propos de M. Traoré? Alors oui, pour compléter M. Traoré, il y a effectivement ce qu'on appelle les formels et les informels. Les formels aujourd'hui sont adressés par les banques et les informels. Il faut savoir qu'il y a énormément de milliardaires parmi les informels. Aujourd'hui, en Afrique, on a à peu près 138 000 milliardaires. Il y en a 2500 en Côte d'Ivoire. Et donc en Afrique, ces 138 000 milliardaires détiennent à peu près 7 000 milliards de dollars, dont seulement 140 milliards sont sous gestion. Donc vous pouvez imaginer tout le potentiel qui existe, surtout dans le domaine du private equity, puisque c'est le sujet qui nous occupe. Ici en Côte d'Ivoire, il y a à peu près 2500 milliardaires, pour à peu près une somme de 43 milliards de dollars, dont 25 se trouvent hors d'Abidjan. Donc dans les régions, si on parle de segmentation, dans les zones rurales, on a également des milliardaires en Afrique, ce sont souvent des informels. Et évidemment, il y a tous les défis que cela représente, mais on en parlera plus tard. Donc formel, informel, mais également segmentation milliardaire et non milliardaire. Voilà. Ok, super. Alors, cela m'amène à me poser cette question. Quels sont les objectifs généraux visés par ces épargnants multiformes, qu'on soit épargnant dans l'informel privé ou épargnant, on va dire, institutionnel? Les objectifs par rapport aux différentes stratégies ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui, alors les objectifs en fait dépendent des détenteurs. Voilà, donc c'est vraiment en fonction des préférences des détenteurs, de leur situation spécifique, personnelle. Donc, alors on peut dresser en fait une liste d'objectifs de façon générale, mais en tant qu'investisseur, surtout en tant qu'investisseur institutionnel en général, on commence par comprendre la situation spécifique des détenteurs d'épargne. Donc, mais de façon générale, oui, on épargne pour multiples raisons. Ça peut être l'accumulation de richesses, ça peut être sécurité financière en cas de coup dur, ça peut être justement préparation de la retraite. Voilà, certainement que j'oublie d'autres objectifs. Okay. Peut-être que Sylvie pourra compléter, mais voilà, c'est à peu près ça.
Alors oui, on épargne effectivement pour les coups durs, on épargne aussi pour un projet, hein, donc à n'importe quel niveau, tout le monde peut épargner. Alors en général, les objectifs premiers, c'est d'abord pour acheter son toit. On investit énormément dans l'immobilier en Afrique. Et si on n'investit pas dans l'immobilier, on investit pour certains, plus sophistiqués, dans les marchés financiers et beaucoup plus rarement dans le private equity pour les privés. Or, le private equity représente justement une classe d'actifs qui n'est pas cotée et qui peut être très intéressante puisque cela représente des rendements supérieurs pour les investisseurs privés. Mais aujourd'hui, la vérité est que autant le private equity s'adresse aux institutionnels, autant pour les investisseurs privés, surtout les milliardaires, se retrouvent avec des quantités énormes de cash et il y a très peu de propositions dans des fonds de private equity. Okay. Pour ceux qui sont justement à la recherche de rendements élevés, ça peut être intéressant pour eux. Okay. Alors, serait-il simpliste d'affirmer que la finalité d'une épargne est à la fin de la journée d'améliorer les conditions de vie de l'épargnant, notamment les épargnants personnes physiques? Est-ce que l'affirmer serait quelque chose d'assez simpliste? Parce que là, tout à l'heure, vous avez fait remarquer que c'est pour améliorer soit notre retraite, pour notre maison ou des besoins sociaux, mais est-ce que tout ça, ça ne concourt pas à améliorer les conditions de vie de l'humain? Oui, tout à fait, c'est l'objectif final. Hein. L'épargne, c'est préparer l'avenir. Donc, c'est tout à fait l'objectif final. Ok, super. Alors, nous allons maintenant aller sur les fonds d'investissement, puisque notre thématique, c'est la mobilisation de l'épargne. Donc, après cette analyse un peu détaillée sur la partie de l'épargne, nous allons arriver sur les fonds d'investissement. Pour les néophytes que nous sommes, et autres, quel est le rôle, c'est quoi un fonds d'investissement et quel est le rôle qu'il joue dans l'économie? Alors, je pense que les panélistes précédents l'ont certainement très bien expliqué depuis ce matin. Donc, un fonds d'investissement, c'est d'abord une entité juridique en fait, hein, qui collecte des ressources financières et investit ces ressources financières dans des projets. Alors, il faut bien préciser, parce qu'ici on parle de fonds d'investissement, mais nous sommes en train de parler de fonds de private equity et de venture capital, parce qu'il y a d'autres formes de fonds d'investissement. Tout à fait. Ces fonds fonctionnent, enfin le fonctionnement de ces fonds est codifié. Et ça a été expliqué aussi précédemment. Donc, typiquement, vous avez 3 périodes pour simplifier les choses. Hein. Période de souscription, période d'investissement et ensuite période de distribution et de liquidation du fonds. Donc, pendant la période de souscription, l'investisseur contracte un commitment, comme on dit, un contrat de souscription. Et ensuite, pendant la période d'investissement, le fonds cherche des opportunités d'investissement. Lorsqu'il trouve les opportunités, il fait un appel de fonds. Et puis, effectivement, il accompagne les entreprises dans lesquelles il a investi. Ça a été très bien expliqué par les précédents panélistes. Et puis ensuite, la période de distribution où on commence à retourner le capital aux investisseurs et payer les dividendes, etc., et liquider le fonds. Donc, vraiment, je schématise, je simplifie. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la documentation juridique, elle est importante, relativement importante. Tout dépend en fait de la domiciliation aussi du fonds. Parce que tous les pays, tous les marchés ne sont pas réglementés de la même façon. Donc, quand on est investisseur, ça c'est aussi quelque chose d'important. Parce que le cadre juridique va définir aussi la relation entre l'investisseur et la société de gestion, enfin le gérant du fonds. Même si j'ai coutume de dire que
un contrat bien ficelé ne va jamais remplacer une bonne relation, en fait, parce que un contrat ne peut pas tout prévoir, toutes les situations de la relation au cours de 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans. Donc, mais voilà un peu de façon schématique, résumée, le fonctionnement d'un fonds d'investissement de private equity et de venture capital. Ok. Alors, je serais curieux de savoir, derrière ces fonds-là, quelles sont les parties prenantes, je dirais, la cartographie des parties prenantes d'un fonds dûment établi, puisque c'est quelque chose de régulé, on entend parler des valorisateurs, des dépositaires. Est-ce que vous pouvez nous brosser de façon un peu synthétique les principales parties prenantes que nous pouvons avoir, qui gravitent autour d'un fonds qui, lui, est une entité purement juridique? D'accord. Alors, vous avez l'investisseur ou les investisseurs. Vous avez le GP, donc le gérant du fonds, les entreprises, le régulateur s'il y en a. Vous pouvez aussi avoir des advisors, des conseillers. Voilà, je pense que je n'oublie personne. Peut-être dans une certaine mesure, le dépositaire, le valorisateur, entre autres, qui sont aussi des acteurs de la chaîne de valeur, en tant que partie prenante du dispositif des fonds. Madame Baker, vous voulez... Alors c'est une question plus technique, je laisserai Youssoufa y répondre. Oui, mais là je me suis vraiment concentré sur les principaux. Voilà. Super. Alors, quels sont les avantages et les contraintes d'y investir? Puisque un fonds d'investissement ou un fonds à capital d'investissement, ce n'est pas un marché. Donc on a dit que c'est quelque chose d'assez codifié, d'assez formalisé. Et donc pour nous, petits épargnants ou investisseurs, quels seraient les avantages d'y rentrer et quelles sont les contraintes d'y investir? Madame Baker. Alors les avantages, c'est que ça représente une classe d'actifs non cotés, alternative, donc en complément des marchés financiers. Ils sont décorrélés aussi des marchés financiers, donc les fonds de private equity, ce qui réduit la volatilité que l'on peut trouver éventuellement sur les marchés financiers. L'autre avantage, c'est qu'on peut en fait participer également à des objectifs de développement durable, donc avec un pacte social et puis un pacte environnemental, et avoir tout de même un rendement. Donc cette partie-là, je pense, elle est importante. Voilà pour les avantages que je vois, parce que souvent le ticket d'entrée est quand même élevé, mais on a parlé du ticket d'entrée plus bas pour l'Afrique, ce qui ferait que les investisseurs pourraient y participer. Alors, je ne sais pas si je laisse Youssoufa continuer sur les avantages et puis après on voit les défis. Voilà. Tout à fait, Monsieur Traoré. Oui, je partage ce qui vient d'être dit. Quand on fait du capital investissement, on investit dans l'économie réelle. Donc ça permet effectivement de pouvoir bénéficier des fruits de la croissance. Autre avantage, c'est l'équipe. C'est-à-dire avoir accès à des professionnels de l'investissement, parce que c'est un métier. On peut vouloir faire du private equity soi-même, mais par rapport à une équipe professionnelle, un fonds, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers ce dont c'est le métier, parce qu'ils vont vous donner accès aussi à des informations, à des capacités que vous ne pouvez pas avoir individuellement. L'avantage aussi d'un fonds, c'est la diversification. Je pense que ça a été dit. Oui. Voilà, je pense que... Après, votre question portait sur l'avantage pour un investisseur d'investir, c'est ça? Tout à fait. Donc, en fonction du profil donc, des investisseurs, investisseurs institutionnels et puis un investisseur privé, monsieur tout le monde qui aurait quelques petits sous sur son matelas, quel est l'avantage pour eux, effectivement, pour lui, d'investir?
Et donc là, et après, quelles sont les contraintes? Parce que comme je dis, ce n'est pas un marché comme un marché populaire, donc on n'y rentre pas, on n'y sort pas comme ça. Donc quelles pourraient être effectivement quelques contraintes structurelles pour ce type d'investisseur, personne institutionnelle versus investisseur privé? Alors, les contraintes ou défis, c'est l'environnement politique, parce qu'il est clair, il faut qu'il soit stable pour qu'il y ait une confiance dans l'investissement. 2, c'est la régulation. Il faut également que la régulation et que l'environnement fiscal soient intéressants. Et ça, ce matin, le directeur général des impôts en a parlé. Et puis, l'autre contrainte ou défi que je vois, c'est l'éducation financière. Pour ceux qui sont dans le milieu financier, ils comprennent ce que c'est que le private equity, mais la vérité, c'est que la majorité des épargnants ne comprennent pas du tout ce que c'est. Donc, il faut pouvoir leur expliquer dans des mots simples ce que c'est et pourquoi c'est un avantage pour eux. Oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Il y a aussi le risque. Private equity c'est un investissement risqué, ça reste qu'un investissement risqué. On peut perdre la moitié de son capital ou la totalité de son capital. Tout à fait. Donc ça, il faut le dire, il faut pas l'occulter. Bon, c'est un investissement qui n'est pas liquide. Donc pour ceux qui ont des contraintes de liquidité, je pense que c'est pas la classe d'actifs dans laquelle il faut investir. L'autre contrainte aussi, c'est l'information. Alors, c'est private equity, donc par définition, l'information ne peut pas être aussi diffuse que sur les marchés boursiers. Mais je pense quand même que dans nos régions, on a besoin d'avoir plus d'informations sur cette classe d'actifs-là, surtout pour les institutionnels. Moi j'ai travaillé, j'ai un parcours international en fait, je gérais des fonds de pension importants à Londres, et quand je compare l'information que j'ai ici par rapport à ce que j'avais là-bas sur la classe d'actifs, je pense qu'on a vraiment beaucoup de travail à faire. Ok, ça va se construire progressivement. Alors, quels sont les facteurs clés du succès pour à la fin drainer suffisamment cette épargne, notamment l'épargne institutionnelle africaine, vers les fonds d'investissement? Parce que c'est les fonds à capital risque, c'est aussi vraiment un des enjeux. Est-ce que vous avez effectivement, vous pouvez partager avec nous 2 ou 3 facteurs clés de succès qui doivent être maîtrisés pour nous assurer que ce flux-là, notamment de l'épargne institutionnelle, migrerait effectivement vers les fonds de capital d'investissement qui pourront investir massivement dans l'économie? Alors, moi je dirais, c'est la confiance. C'est primordial. Tout à fait. Donc la confiance dans les fonds d'investissement, dans les personnes qu'il y a derrière. 2, je dirais que c'est la formation, que les personnes qui travaillent, en tout cas dans l'écosystème du private equity, soient bien formées. Et ça, c'est important, y compris au niveau des banques, des banquiers privés, pour pouvoir justement proposer cette classe d'actifs alternative. L'éducation financière également, et le renforcement des compétences. Donc, tous ces éléments, je pense, sont très importants pour pouvoir réussir dans ce domaine-là et amener, parce que si je ne sais pas ce que c'est, je reste avec mon cash, en fait. Tout à fait. Et je continue à chercher ou à investir dans l'immobilier ou dans les classes d'actifs traditionnelles. Mais à un certain moment, quand j'ai un excès de cash, je recherche autre chose. Et donc, je vais vers mon banquier pour lui demander des propositions d'investissement. Et aujourd'hui, ils ne sont pas toujours armés pour proposer du private equity. Ok. Monsieur Traoré, est-ce que vous pouvez compléter de quelques facteurs clés de succès? Oui, alors, ça a été dit dans le panel précédent.
et je partage. Moi, j'ai jamais vu une région du monde où cette classe d'actifs-là s'est développée sans des investisseurs institutionnels puissants. Ça s'est jamais vu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est développer des investisseurs institutionnels africains puissants. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a pas mal de choses à faire. On a, c'est vrai, les CNPS, elles accumulent des excédents, mais l'investissement et la prévoyance sociale, c'est deux métiers différents. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Moi, j'ai tendance aussi à penser qu'il faut introduire des fonds de pension dans nos systèmes de retraite par répartition, parce qu'une caisse de sécurité sociale et un fonds de pension, ce n'est pas la même chose. Et dans tous les pays où on a introduit des fonds de pension, il y a eu une augmentation de l'épargne locale, il y a eu une amélioration du financement de l'économie. Le private equity, le VC en a bénéficié. Il y a d'autres problèmes après que ça crée, mais en termes de politique publique, à chaque problème, il faut avoir son outil. Donc les fonds de pension ne pourront pas tout régler, mais les fonds de pension pourront permettre à cette épargne institutionnelle d'être plus importante et d'aller vers le financement de l'économie locale. Je pense aussi que, ça a été dit, éducation financière. Je pense qu'il faut innover aussi dans l'éducation financière. Une anecdote, quand j'étais à Londres, il y avait un sujet sur lequel je devais travailler. Le board m'avait demandé de travailler sur le sujet. Et je me suis appuyé sur des banques, certaines banques, parce que en fait, il y a un écosystème financier qui est très puissant là-bas. Et j'ai eu des sessions d'éducation financière avec ces banques. Je suis allé, je me suis déplacé, on a commencé à me présenter le produit. C'était un produit de couverture de risque. Et une de ces banques, en fait, pour que je puisse vraiment comprendre encore mieux le produit, le sentir vraiment, le toucher de mes 10 doigts, elle m'a envoyé, on est descendu dans leur salle de marché. Ils m'ont présenté la personne qui allait vraiment gérer le produit, comment ils allaient le gérer techniquement et tout ça. Et quand je suis sorti de là, j'ai mieux compris en fait le produit en fait et du coup on a travaillé avec ce partenaire. Donc je pense qu'il faut innover dans l'éducation financière. En gros, ce que je veux dire, c'est que par exemple aujourd'hui, si je devais faire l'éducation financière avec des CNPS, je pense que ce serait plus impactant pour moi de faire un voyage avec DG de CNPS ou avec directeur investissement de CNPS, d'aller en Afrique du Sud, là où il y a des gros fonds de pension, ou bien d'aller à Londres, etc., pour qu'ils comprennent en fait et qu'ils puissent toucher de leurs 10 doigts ce que c'est que l'investissement institutionnel d'un certain niveau. Voilà. Ok. Et est-ce qu'on pourrait, dans cette veine-là, dire aussi qu'il faut innover dans les produits eux-mêmes, c'est-à-dire dans la structuration de ces fonds-là. Par exemple, on parlait de besoin de liquidité si on veut drainer l'épargne privée. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter des options, des produits dérivés sur la liquidité? Mais ça, c'est à traiter avec effectivement soit des DeFi ou soit des banques d'investissement, des salles de marché ou tout ça. Mais bon, c'est quelque chose qui est encore embryonnaire dans notre environnement. Mais ça pourrait être peut-être des pistes de solutions qui permettraient effectivement à l'épargnant de pouvoir avoir un produit adapté à son besoin et qui plus est couplé à cette notion de confiance permettrait, je dirais en toute sécurité, de pouvoir envoyer, traîner ce flux-là que nous pouvons avoir sur nos matelas pour certains, ou soit effectivement au niveau des institutionnels. C'est bien ça? Oui, je partage tout à fait la nécessité d'avoir aussi de l'innovation sur les produits. Je pense aussi que ce dont on n'a pas forcément touché, c'est comment sélectionner un fonds de private equity.
comment je choisis un fonds de private equity. Si je suis un institutionnel aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comment je choisis un fonds de private equity? Quel est mon processus de sélection? Et au FIA, en fait, c'est un peu le constat qu'on a fait, et on a créé un fonds qui a vocation, en fait, à aider ces institutionnels à pouvoir choisir, sélectionner les fonds dans lesquels investir. Donc je pense que c'est tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Ok, super. Alors, j'aimerais que nous nous attardions un peu sur le phénomène culturel de la tontine, forme séculaire d'épargne citoyen et solidaire. Quelles pourraient être quelques esquisses, quelle esquisse de modèle de synergie que nous pouvons avoir avec les fonds de capital risque et ces tontines-là pour pouvoir driver quand même ce flux qui est quand même assez important, pas pris de façon individuelle mais de façon collective dans l'économie réelle de nos États, de nos régions et autres. Madame Becker. Oui, alors effectivement, la tontine, on la retrouve partout en Afrique comme épargne privée, avec comme objectif soit un objectif personnel, soit un objectif professionnel. Mais on parle en fait de petits montants, avec tous les risques évidemment que cela comporte, que la personne parte avec l'argent, qu'on le donne à une personne alors que c'était l'autre qui l'attendait, ou qu'ils aient perdu l'argent, etc. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est une plateforme numérique collective avec une mutualisation en fait des tontines à un niveau national et pourquoi pas régional, où là une partie pourrait être investie dans du private equity. Voilà, c'est une idée, on n'en est pas encore là, mais je pense que ce sera une manière de pouvoir mobiliser cette épargne et de pouvoir financer l'économie et également de participer à des projets avec impact ou des projets qui ne pourraient pas être financés sans cet argent. Super. Monsieur Traoré? Oui, je pense qu'on en parlait en aparté. Moi, je ne savais pas, par exemple, qu'il y avait des tontines régionales. J'ai appris ça, en fait, grâce aux discussions qu'on a eues. Donc, dans certains pays, tout à fait, ouais, il y a des tontines à grande échelle. Ouais, des cadres et des régions qui se mettent ensemble et qui cotisent. Ouais. Donc, ça fait vraiment des masses. Oui, donc, justement, oui, il faudrait trouver un moyen de pouvoir optimiser cette épargne, la faire venir vers l'investissement productif. Il y a des problèmes de gouvernance. Donc, comment faire pour régler ces problèmes de gouvernance? Mais oui, je pense que c'est une piste intéressante. Et dans certains pays, ils ont formalisé même la tontine. À Singapour, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont formalisé la tontine. Donc, vous pouvez créer une société. Exactement. De tontine. Exactement. D'ailleurs, je pense que pour être investisseur dans un fonds de capital risque, pour envoyer ses ressources, il faut être quand même, je dirais, une entité assez formalisée quelque part, puisque ça va poser le problème de la connaissance client, notamment dans la surveillance, dans le cas de la sécurité financière, parce que si on ne sait pas qui ramène son argent, si c'est un trafiquant de drogue, si c'est pour blanchir, effectivement, donc ces ressources-là, ça va poser un problème au fonds de capital risque. Et en plus de ça, est-ce que vous voyez d'autres problèmes qui pourraient rendre réfractaires, je dirais, ces personnes de tontine? Non, je pense que effectivement la source de l'épargne est importante, parce que dans un fonds de capital investissement, il y a, surtout dans un environnement qui est réglementé, il y a un certain nombre de documentations juridiques qu'il faut fournir en fait. Donc chaque investisseur doit apporter cette documentation. Donc est-ce que ceux qui ont ce type d'épargne-là auront envie de se plier à ces règles? Après, c'est une question donc de culturelle, peut-être, ou anthropologique, je ne sais pas, mais voilà.
tout cas, il faut... Madame Baker. Alors oui, effectivement, il y a tout le problème de l'origine des fonds, dès qu'on parle de montants importants. Je dirais que ça devra être traité et il faudra certainement mettre en place un KYC, mais ça risque quelque part de tuer le projet dans l'œuf, puisque la plupart de ces personnes, justement, agissent de manière tout à fait informelle. Donc, à suivre, il faudra mettre des garde-fous, mais également, il y aura beaucoup plus de transparence et surtout de garantie contre les dérives. Ok, donc cela va nécessiter aussi un lobbying, alors c'est-à-dire auprès du régulateur, pour peut-être être plus souple en termes de connaissances clients ou connaissances épargnants. Est-ce que ça, vous pensez que c'est déjà gagné, ça peut être gagné d'avance? Et aussi, l'action, je dirais, des impôts pour apporter plus d'allègement fiscal. Et ça peut être aussi une mesure, comme le directeur général de l'impôt ce matin l'a dit, ça pourrait être aussi une mesure incitative pour permettre à nos frères et sœurs qui sont adeptes de la tontine de pouvoir peut-être aller vers les fonds à capital risque. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, effectivement, l'allègement fiscal, mais aussi il faudra expliquer parce que en Afrique, on aime le concret, on aime ce qu'on voit. L'argent, quand je le dépose, je le vois. Mais à partir du moment où ça va sur une plateforme numérique, je ne vois pas cet argent. Donc il faudra s'assurer que derrière, il y a effectivement cette éducation pour pouvoir comprendre le mécanisme qu'il y a derrière et pourquoi est-ce que finalement c'est important. Ok. Bon, moi, en général, publiquement, je ne parle jamais du régulateur. Et encore moins du directeur général des impôts ou du directeur des impôts. Donc, je suis ce qui vient d'être dit. Je comprends. Alors, en conclusion, ça veut dire qu'il faudra bâtir une relation de confiance entre les souscripteurs, les épargnants, et puis les fonds de capital investissement. Et cette relation de confiance-là va passer par la transparence de l'information. Et la transparence de l'information, il y a un volet sensibilisation, renforcement des capacités, formation, pour que les gens puissent comprendre ce qu'on leur donne comme information financière donc, sur ces fonds-là. Mais bien entendu aussi, il faut avoir une plateforme numérique pour pouvoir avoir un effet de masse. Parce qu'aller prendre une tontine de 1 million ou de 2 millions, ce n'est pas vraiment la vocation d'un fonds à capital à risque. Donc il y a le côté digitalisation, qui est un enjeu d'ailleurs. Et est-ce que dans ce cas-là, si une société, si une start-up, peut-être qu'il y a des patrons de start-up là dans le numérique, monte une boîte, monte, je dirais, un outil de ce type-là, est-ce que vous, fonds d'investissement, vous êtes prêt à l'accompagner pour une prise de participation parce que vous croyez à cette vision? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, absolument. Et il faut regarder, toutes les initiatives sont à encourager. Toutes les initiatives africaines sont à encourager. Tout ce qui peut nous permettre de faire que notre épargne va contribuer davantage à notre développement. Donc, absolument, pourquoi pas. Madame Baker? Alors oui, je pense aussi qu'il faudra des partenariats stratégiques avec l'État et puis également donc avec les organisations internationales pour pouvoir justement promouvoir cette nouvelle manière d'épargner et pour effectivement attirer toute cette épargne vers le private equity pour pouvoir financer à la fois l'économie, mais également tous les projets à impact social et environnemental. Ok. Nous arrivons au terme de notre atelier, compte tenu des contraintes de programme, de temps. Je vais vous laisser la parole pour un dernier mot, qui peut être un mot d'espoir pour la mobilisation de ces ressources-là vers les fonds de capital investissement. Donc, Madame Baker. Alors tout d'abord, je remercie Jean-André Aipo pour cette initiative. Je pense que c'était très courageux de sa part.
C'est une première et j'espère que toutes les parties prenantes vont le soutenir et que c'est le premier d'une longue série et qu'il aura autant de succès qu'il a eu en France. C'est vraiment ensemble que nous pouvons construire cette Afrique qui innove, cette Afrique qui gagne et cette excellence en laquelle moi je crois. Évidemment, ça va nous demander énormément de discipline, de courage et aussi d'esprit d'équipe. Ok, super. Monsieur Traoré. Oui, donc je m'associe aux remerciements de l'organisateur, envers l'organisateur. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, vous savez, le taux d'épargne en Afrique subsaharienne est faible comparé aux autres parties du monde. Je pense qu'on fait probablement mieux que les Caraïbes et l'Amérique latine, mais quand on compare ça par exemple aux dragons d'Asie, on est très loin. Ils sont à 40% en moyenne, alors que nous on est à 19-20%. Et on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix parce que on a des défis à financer. Et bon, c'est vrai qu'il y a un marché de fonds prêtables au niveau international, mais la globalisation dans ce domaine a des limites. Donc on ne pourra pas utiliser indéfiniment l'épargne des autres pour financer notre développement. Donc on n'a pas le choix. Si on veut vraiment développer notre continent et avoir l'Afrique dont nous rêvons tous, on doit tout faire pour mobiliser l'épargne africaine et la diriger vers l'investissement productif. Voilà. Super. Alors, cette Afrique qui bouge, cette Afrique d'espérance qui passe par, je dirais, le développement de nos concitoyens en mobilisant leurs ressources, mais pour mobiliser, il faut leur apporter un produit adapté, un produit qui répond à leurs besoins et surtout, il faut définir une relation de confiance entre eux et puis les fonds de capital à risque. Je tiens à remercier l'organisateur, M. Aipo, pour cette brillante idée, donc pour ce bébé qui est né. Je pense que tous les acteurs ici présents vont s'approprier, se sont déjà appropriés ce bébé-là et feront tout pour que les prochaines éditions soient encore meilleures. Donc merci à vous, merci cher public et sur ce, nous allons lever la séance.